Bienvenue dans l'émission Comment faire, le podcast du Congossa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, Comment faire talk show en un seul mot, Facebook, Comment espace faire point d'interrogation, YouTube, Comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt. Salut les boss et les bossesses, ici Champi. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, votre podcast qui a pris sa place sous le soleil. Comme vous le savez, nous sommes désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires le samedi qui suit à 12h. Aujourd'hui encore, je suis accompagnée de Fiona, la queen des wafers. Fiona, bonsoir aux boss et bossesses, s'il te plaît. Coucou les boss et les bossesses, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite un bon écoute. Et de Mélissa, la boss de la séquence Pas les livres. Mélissa, un petit coucou au boss et bossesses, s'il te plaît. Et oui, bonsoir nos boss et bossesses, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Et enfin, de Lily, le cerveau de la rubrique Est-ce que tu know? Lily, un petit coucou pour les boss et bossesses, s'il te plaît. Coucou, bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et nous sommes de retour donc pour l'épisode 6 de la saison 2 et le titre de ce numéro est Comment faire? N'est-on ou devient-on criminel? Et pour en discuter, nous avons avec nous Maxime Nivette, qui est neuropsychologue, expert judiciaire, hypnothérapeute. Donc, après l'obtention en 2019 de son master en psychologie, spécialisé en neuropsychologie et psychologie cognitive, il travaille 2 ans et demi en psychiatrie en tant que neuropsychologue jusqu'en mars 2022. De plus, pendant ces 2 ans et demi, il fait un diplôme universitaire de criminologie et de médecine légale. Depuis mars 2022, Maxime exerce son libéral en tant que neuropsychologue. Et en 2023, il obtient également le titre d'expert judiciaire en psychologie adulte ou enfant. À noter aussi qu'en juillet de la même année, il obtient un diplôme universitaire d'hypnothérapie et dès lors pratique aussi en tant que hypnothérapeute. Et en parallèle de ses activités, Maxime enseigne dans les universités et instituts de formation. Bonsoir Maxime, nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous pour parler de ce thème qui est un peu sensible. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Bonsoir à tous. Eh ben oui, le plaisir est partagé aussi, évidemment. Juste une petite précision, moi c'est Maxime Nivet, on prononce pas le T à la fin. D'accord. Eh bien, les boss et bossesses, vous connaissez le rituel. On va commencer avec l'apéritif que nous sert Fiona sous la forme des wafers. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir, Fiona? La rubrique Les wafers, présentée par Fiona. Eh bien les boss et bossesses, comme thème de notre premier wafer de ce jour, nous parlerons de football, plus précisément du joueur argentin Lionel Messi qui a remporté son 8e ballon d'or lundi 30 octobre dernier au cours de la 60e édition du Ballon d'or France Football. La cérémonie a eu lieu au théâtre du Châtelet à Paris. Il est classé donc devant le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé qui viennent en seconde et troisième position. Comme on peut s'y attendre, cela n'a pas fait l'unanimité, car beaucoup de fans se sont offusqués de cette victoire et pensent que Erling Haaland méritait la première place. Naturellement, certains fans de foot et des supporters de Lionel Messi n'étaient pas de cet avis. Bon, moi, je ne suis pas une grande fan de football et honneur à notre invité Maxime et je voudrais qu'il dise à nos boss et bossesses tout d'abord s'il est un fan de football et enfin s'il aurait mérité de remporter. Donc, à toi Maxime. Eh ben, j'ai vu cette information, effectivement, comme quoi Lionel Messi avait gagné son 8e Ballon d'Or. J'ai aussi vu toutes les controverses à ce sujet. Et moi, je suis plutôt d'avis qu'effectivement, le second du Ballon d'Or, Erling Haaland, avait plus sa place pour ce Ballon d'Or que Lionel Messi. Mais pourquoi est-ce que tu penses que Erling avait une meilleure place que Lionel Messi? Il avait montré des meilleures performances au cours de cette dernière année, plus de buts, il a remporté beaucoup de compétitions, notamment avec son club de Manchester City.
Donc, je pense que de ce fait, ayant marqué beaucoup de buts et ayant gagné beaucoup de trophées, je pense que ça revenait plus à lui plutôt qu'à Lionel Messi. Mais Lionel Messi n'a pas volé son trophée quand même. Merci bien pour ton intervention. Bon, maintenant, je voudrais savoir en fait ce que Lily pense et, de cette actualité aussi. Alors, je ne suis pas une spécialiste du football, donc de là à me prononcer sur qui le méritait davantage, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai suivi un peu aussi toutes les controverses et tous les débats enflammés de la toile à ce sujet. Je me rappelle avoir lu qu'un média madrilène a publié un sondage en demandant est-ce que Lionel Messi devait remporter le Ballon d'Or, et je crois que c'est 86% des Madrilènes estimaient qu'il ne le méritait pas. Donc, Mhm. je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas suffisamment technicienne en football, je ne connais pas les critères d'attribution. En tous les cas, c'est sûr qu'il l'a eu déjà pas mal de fois et que peut-être on aurait pu laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Et toi alors, Mélissa? Alors, j'avoue que moi, je m'y connais beaucoup moins. Honnêtement, j'aurais pas grand-chose à rajouter parce que c'est vrai que je connais pas grand-chose au football, donc de manière générale, c'est assez. Voilà, j'ai suivi les actualités, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'avis là-dessus, vu que je m'y connais pas tant que ça. D'accord. Pourtant, je pensais que tu allais connaître. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tu allais connaître Mélissa. Je sais pas Ah non, pourquoi. non, pas du tout. C'est vrai que je m'y connais pas. Désolée. Bon, moi, j'étais pas contente qu'il ait gagné. Si mon avis intéresse, bon, moi, je préférais qu'on donne à quelqu'un d'autre parce que cette fois, je sais pas trop pourquoi. Pour moi, ça semblait un peu comme par habitude, en fait. Pas parce qu'il a eu des performances extraordinaires, mais par habitude. Donc, voilà. Et c'est quoi la prochaine way for, Fiona? Pour notre deuxième effort, nous allons également parler de sport et de ce fait, je voudrais que vous répondiez à cette devinette et ensuite je vous révélerai notre actualité du jour. Donc voilà, dans quel sport utilise-t-on un ballon ovale? Il est possible de toucher le ballon avec les mains et les pieds. Le porteur du ballon peut être mis au sol lors d'un plaquage et on y retrouve 15 joueurs par équipe sur le terrain. Cette fois-ci, je vais commencer par Mélissa. Est-ce, Eh ben, est-ce que tu pourrais répondre? alors, si je suis pas trop bête, normalement c'est le rugby, sauf si j'ai pas compris de quel sport on parle. J'avoue que j'avais pensé au rugby aussi, mais les plaquages en général, c'est plutôt au rugby. Après, ouais, est-ce que ça peut être en football américain peut-être, éventuellement? Mhm. Mais Et toi alors, Maxime? Et ben moi, vraiment au hasard, totalement au hasard, le rugby aussi, je dirais. Moi, je vais appeler ça de la triche si tu dis au hasard parce que les autres ont parlé de rugby aussi. Mais bon, voilà. Effectivement, il s'agit de rugby. L'Afrique du Sud a remporté la 10e Coupe du monde de rugby samedi 28 octobre dernier contre la Nouvelle-Zélande. Il s'agit là de leur 4e titre après 1995, 2007 et 2019. Je voudrais que chacun ou chacune de nous sur ce plateau nous dise si s'il ou elle est fan de rugby ou enfin ce qu'il pense en fait de ce sport qui est assez violent à mon humble avis. Et là, je vais commencer par Mélissa. Alors, j'avoue que je m'y connais pas du tout en termes des équipes et en termes du fonctionnement concret. Enfin, voilà, si on me demande de regarder un match, je ne saurais pas dire quand est-ce qu'il y a faute ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que là, pour le coup, j'aime bien regarder quand ça passe à la télé et qu'il y a un match. Je peux totalement me poser et regarder et apprécier le match parce que pour le coup, c'est un sport que je sais pas pourquoi, je trouve ça. J'aime bien. Lily, et toi alors? alors, moi, le rugby, ça me lie à mon papa, puisque j'étais plus jeune, autant on ne regardait pas forcément le foot à la maison, mais on regardait le rugby quand il y avait un match. Et Mhm. alors j'avoue que c'est vrai que c'est violent. J'avoue que maintenant ils ont mis en place un protocole commotion pour que les joueurs soient mieux suivis. Mhm. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont maintenant à la retraite, qui se plaignent d'avoir énormément de problèmes de santé et qui demandent que des règles encore plus strictes soient établies. D'accord, merci. Et toi alors, Maxime?
Moi, je suis pas un fan de rugby. Je regarde pareil quand il y a un match de temps en temps. Là, par exemple, j'ai regardé quelques matchs de la Coupe du Monde, mais je suis pas un grand fan. Par Mhm. contre, en ce qui concerne la violence, c'est vrai que tous ces protocoles commotion, c'est quand même vraiment pas mal, d'autant plus que nous, les neuropsychologues, on doit souvent intervenir justement quand il y a des cas de commotion cérébrale dans le sport, et notamment le rugby, c'est celui où il y en a le plus fréquemment. Et donc, c'est pas rare d'avoir des rugbyman qui viennent consulter un neuropsychologue pour des troubles suite à justement des répétitions de matchs et de compétitions. Mhm. Ah, Waouh, ça, d'accord. je savais Mhm. pas. Mais Est-ce c'est que quand ça même. touche, est-ce que ça touche des jeunes, Maxime, ou c'est plutôt des gens plus âgés? Alors, ça peut arriver chez les jeunes, c'est souvent des gens plus âgés, et voire même maintenant, il y a des études qui ont montré que chez les rugbyman âgés, par exemple, on retrouvait plus de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Parce que le Waouh. cerveau ayant été beaucoup touché, beaucoup choqué pendant leur jeunesse, pendant leur vie d'adulte, et bien du coup, c'est pas sans répercussion derrière et ils ont plus tendance à développer des maladies d'Alzheimer. Waouh. Mhm. Waouh, waouh, waouh. Wow. Wow. Eh bien, c'est sur ça qu'on va donc se quitter pour la rubrique de Fiona. Il y a un Mhm. rituel qui se passe ici, Maxime, c'est que l'invité doit noter la chroniqueuse qui a fait la rubrique. Donc, sur une note de 20, combien tu donnes à Fiona? Et sache que tu peux donner la note de 0 si tu veux, ou bien de 6. C'est pas grave. Eh bien, 10, elle était super cette rubrique. Sur 20, tu donnes 10 sur 20? À 10 sur 20? Ah non, bah 20 hein, du coup. Ah non! Ah non, Ah, merci, Maxime. non! Non! Oh, gosh. Il fallait mettre 10 sur 20, ça allait être plus vrai. Non, non, mais c'est bon. On va garder le 20 sur 20. C'est juste que j'aime pas qu'on leur mette une bonne note. Donc, félicitations, Fiona, tu as 20 sur 20. On va voir si parmi toutes les trois chroniqueuses, Merci. c'est toi qui auras la plus haute note. Bon, les boss et bossesses, on se retrouve pour la prochaine partie. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Le topo du jour, animé par Champy, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire, naît-on ou devient-on criminel? Et pour débuter cette séquence, je voudrais qu'on commence par une simple présentation de ce que c'est que la criminologie. Donc, d'après le site web .humans.ac.bi dans BE, la criminologie est l'étude pluridisciplinaire du phénomène criminel et elle consiste à étudier les types de comportements criminels et déviants, leurs causes et leurs effets sur la victime en s'appuyant sur les sciences humaines telles que la psychologie, la sociologie ou encore le droit. Et le travail du criminologue consiste à analyser d'abord le crime, puis il propose ensuite un type d'intervention qui en découle. Ces méthodes et remèdes sont plutôt préventifs que répressifs. Et il a des connaissances précises du fonctionnement de la justice pénale, des prisons, de la police, et il s'attache principalement à comprendre les causes de la criminalisation et à identifier les politiques de prévention. Donc, Maxime, dis-moi, est-ce que la présentation est correcte ou bien il y a des choses que tu voudrais rajouter? Oui, effectivement, c'est correct. Ça représente bien ça. Alors, il faut aussi savoir que dans la criminologie, il y a souvent quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il n'y a pas que le criminel, il y a aussi la victime. Et souvent, on est aussi amené à étudier les victimes et à s'occuper aussi des victimes. Et ça, on n'y pense pas toujours quand on parle de la criminologie. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bah, c'est un truc qu'on apprend ce soir. Alors, sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui, justement, c'était pour nous aider à comprendre si on est prédisposé à devenir, à avoir des comportements criminels ou bien c'est l'environnement qui peut inciter l'individu à le devenir. Et donc, pour ça, on avait quelques questions pour mieux pouvoir centrer ce débat et pouvoir le creuser à la perfection. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la pause du crime? Parce que voilà, ça nous intrigue par exemple. C'est une théorie qui a été élaborée à la fin du 19e siècle.
C'est un chercheur qui s'appelait Gall qui avait postulé qu'on pouvait connaître un petit peu la personnalité de quelqu'un en touchant son crâne. En regardant un petit peu les bosses qu'il avait sur son crâne, à certains endroits, on pouvait connaître un petit peu sa personnalité. Et c'est de là que, par exemple, vient l'expression la bosse des maths. La bosse des maths, ça vient de ce monsieur-là, parce que sur le crâne, s'il y avait une bosse à un certain endroit, ça voulait dire qu'on était meilleur en maths. Et donc, là, la bosse du crime, c'est une bosse à un autre endroit du crâne où le chercheur a postulé que si quelqu'un avait cette bosse, alors il avait plus de risques de commettre un crime dans sa vie. Donc ça, c'est la théorie, mais il faut savoir après que ça a amené un petit peu à des dérives où il y a des personnes qui ont commencé à dire, puisque c'est comme ça, on a juste à toucher le crâne de plusieurs personnes, et si on trouve la bosse du crime, on n'a qu'à enfermer cette personne pour éviter qu'elle commette un crime. Donc c'est parti un petit peu sur des dérives comme ça, donc il faut aussi remettre dans le contexte, c'était fin du 19e. Mais du coup, voilà, ces petites choses ont mis fin en partie à cette théorie de la bosse du crime. Justement, comme quand tu donnais la raison pour laquelle cette théorie existe, moi j'ai trouvé aussi une faille, parce que par exemple, ayant grandi en Afrique, quand les bébés naissent, on masse leur tête pour qu'ils aient une tête ronde. Donc, si la bosse du crime, veut dire, si le bébé naît avec une bosse apparemment qui serait une bosse du crime, ça c'est hypothèse. Le fait de masser la tête du bébé pour que la tête du bébé soit un peu plus ronde, ça annule la théorie, vu que à ce moment-là, on ne pourra pas savoir si effectivement l'absence de bosse, c'est parce qu'il n'est pas criminel ou bien parce que on lui a massé la tête. Donc, c'est un peu surfait quand même comme théorie. Je ne sais pas si Mélissa et Lily ont des choses à rajouter, je ne sais pas. Moi, je trouve ça assez incroyable, honnêtement, on puisse, qu'on ait pu observer ça. Alors, bien sûr, comme tu l'as dit, Maxime, il ne faut pas non plus que ça parte sur des dérives et que on suggère qu'il faut enfermer toutes les personnes qui ont cette bosse-là. Mais en revanche, je trouve ça incroyable qu'on ait pu observer en fait cette même bosse chez beaucoup de criminels de cette façon-là. Honnêtement, pour moi, c'est fascinant des fois le corps humain et les possibilités qu'il peut y avoir de lien entre en fait des choses qui sont complètement physiques avec du coup des conséquences psychologiques et des actes réels, quoi. Je trouve ça assez fou. Et je voudrais savoir, Maxime, vas-y Lily, s'il te plaît, vas-y. Non, mais comme Elissa, je trouve ça assez fascinant, et je me demandais si, alors si c'est trop complexe, c'est trop long à expliquer, mais est-ce qu'on avait compris le lien entre cette bosse et le fait de faire des actes criminels derrière? Est-ce qu'il y a un lien physiologique, physique, psychologique? Je ne sais pas quel lien il peut y avoir, mais est-ce qu'on a réussi à aller plus loin que tous les criminels avaient cette même bosse? Alors, hormis, on va dire, c'était surtout statistique. Ils ont remarqué que beaucoup de criminels avaient cette bosse-là, pas tous, mais que beaucoup en avaient. Donc, à l'époque, ça suffit pour dire si on a cette bosse, alors on a plus de risques de commettre un crime. Mais en soi, il n'y avait pas de choses vraiment scientifiques de prouver à justement la phrénologie. Donc, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Il n'y avait pas vraiment de choses purement scientifiques de montrer. C'était surtout statistique. Le chercheur a dit, voilà, il y a plus de personnes qui ont cette bosse, qui sont meilleures en ça ou moins bons en ça. C'est comme ça que ça s'est fait un petit peu. Mais à part après, évidemment, avec l'avancée des technologies, maintenant, on a des vraies preuves que le cerveau d'un criminel est différent que le cerveau d'une personne lambda. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai. Donc, tu as expliqué que sur plusieurs criminels, il y avait la récurrence de cette bosse-là. Mais à part la bosse, donc, est-ce qu'il y a des facteurs en plus du cerveau qui constituent des points communs qu'on observe chez les criminels? Chose qu'on peut retrouver en commun, donc il va y avoir tout ce qui va être dans l'enfance, tout ce qui va concerner le milieu social ou encore tout ce qui va être neurologique. Donc on peut peut-être commencer par ce qui concerne l'enfance. Il y a
un chercheur qui s'appelle MacDonald qui a mis en évidence que si un enfant présentait 3 caractéristiques bien précises, il avait plus de risque d'être un criminel violent à l'âge adulte. Ces 3 caractéristiques, c'était de la pyromanie, de l'énurésie, c'est-à-dire de l'épipiolie, et de la cruauté, envers les animaux. Si un enfant présentait ces 3 caractéristiques-là, alors il avait plus de risque de devenir un criminel violent. Alors là, pareil, comme pour la bosse du crime, il n'y avait rien de très scientifique et donc ça restait de la théorie et c'est maintenant un peu tombé dans l'oubli. Mais maintenant, il y a des nouvelles recherches qui ont été faites beaucoup plus scientifiques à propos de l'enfance des serial killers et notamment une étude qui regroupait 41 serial killers aux États-Unis, dont les plus connus, Ed Kemper, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. Donc, ils ont été pris dans cette étude et ils ont montré qu'il y avait plusieurs modèles communs à certains tueurs en série. Donc, par exemple, ils en ont identifié 7 principalement. On va en évoquer que quelques-uns. Le premier type, par exemple, c'était de la domination ou de l'agression de la part de la mère du serial killer. Donc ça a été retrouvé, par exemple, chez Ed Kemper, mais aussi chez d'autres tueurs en série. Il y avait aussi l'abus et la terreur par le père. Donc ça a été retrouvé chez Ted Bundy. Mais il y avait aussi des abus à l'orphelinat, des brutalisations à l'école. Ce genre de choses, c'est des facteurs un petit peu qu'on peut en retrouver en commun chez les tueurs en série, par exemple. Mais est-ce que ces facteurs-là sont exclusifs de comment le cerveau est? Parce que tu as dit tout à l'heure que on a remarqué que le cerveau d'une personne lambda et le cerveau d'un criminel ou bien d'un serial killer n'est pas pareil. Et est-ce que donc ces facteurs-là de l'enfance viennent s'ajouter ou bien c'est eux qui formatent la manière dont le cerveau se retrouve à l'âge adulte? Je ne sais pas si j'ai bien formulé la question. Si, je comprends. De savoir est-ce que c'est l'interaction entre un cerveau différent et l'enfance qui fait que on devient un serial killer ou si c'est, on va dire, un peu séparé ou si l'un est la cause de l'autre. Oui, à peu près ça, oui. Actuellement, voilà. Il y a des études qui montrent que ça vient pas que de l'environnement familial, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une mère dominante ou un père qui fait régner la terreur ne sera pas forcément un tueur en série plus tard, évidemment. Il faut plusieurs facteurs. Donc, il y a des facteurs génétiques comme ce qu'on a évoqué. Il y a des facteurs dans l'enfance qui jouent, comme ceux que j'ai évoqués, mais il y a aussi un développement cérébral qui serait un petit peu différent. Donc, par exemple, il y a une étude assez récente qui a mis en évidence qu'il y avait moins de matière grise dans les zones de l'empathie et de la prise de décision dans le cerveau des tueurs en série. Et donc, tout ça mélangé un petit peu, si on peut dire, la génétique, l'environnement social, l'enfance, le neurologique, tout ça combiné, eh ben, ça peut donner un tueur en série. Mais pris isolément chacun, ça ne fera pas forcément un tueur en série. Quelqu'un qui aurait un cerveau, par exemple, avec moins de matière grise dans la zone de l'empathie ou dans la zone de la prise de décision, mais avec un environnement familial très rassurant, très bon, et puis pas de prédisposition génétique, alors tout se passera plutôt bien. D'accord, ok, effectivement. Avant qu'on continue, je veux savoir si Fiona aurait quelque chose à rajouter ou bien une question. Non, jusqu'ici, non. Je voudrais juste te dire que je trouve ça vraiment intéressant. En fait, je ne savais pas que la science était aussi avancée à ce sujet-là et que pour identifier des criminels, il était possible d'étudier, par exemple, le facteur génétique, comme l'a dit Maxime, ou alors leur développement cérébral. Donc, mais je n'ai pas de questions pour le moment. Ok, donc en tout cas, tu auras appris quand même ce soir. Bon, c'est quand même vrai qu'il est de notoriété publique qu'on pense que ce sont seulement les hommes qui ont des comportements criminels, alors qu'il y a aussi des femmes.
Et donc, la question qui suit est, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes dans la pratique du meurtre et quelles sont les motivations? Donc, si tu peux donner 2 différences et 2 motivations, ce serait cool. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Pas de souci. Il y a une étude encore de 2014 qui a recensé justement tous les cas de serial killers, hommes et femmes, pour voir s'il y avait des différences entre les uns et les autres. Eh bien, il s'avère que les femmes, elles sont généralement plus issues de la classe moyenne et qu'elles utilisent principalement le poison pour tuer et qu'elles assassinent principalement un membre de leur famille. Tandis que les hommes, eux, ils tuent plus des inconnus et de manière plus violente. Tout ça, ça serait lié à un désir de domination, d'humiliation ou encore de violence sexuelle. Mais aussi les femmes vont beaucoup plus tuer pour des raisons financières ou pour du pouvoir. Et leur profession, c'est généralement des professions qui donnent accès à des personnes vulnérables, comme dans le domaine de la santé ou de l'enseignement. Donc ça, c'est ce qu'a montré l'étude de 2014 chez des serial killers aux États-Unis. Donc, si je comprends bien, donc les femmes, en fait, préfèrent donner des morts douces, entre guillemets. Je ne dis pas que le poison, c'est bien, mais je veux juste ça comprendre. Elles ont des méthodes un peu plus douces, alors que les hommes, donc meurtriers, eux, ils vont plutôt avec de la violence. Je ne sais pas si c'est bien simplifié, résumé, ou bien je me suis trompée. Non, c'est exactement ça. En résumé, les femmes sont plus gentilles quand elles tuent que les hommes. Mais pourquoi il y a cette différence-là dans les pratiques, en fait? Parce que je me dis, si tu cherches de la domination en tant que femme et que tu es dans un métier justement comme les médicales qui te permet d'avoir donc un upper hand, donc un peu de poigne par rapport à ta victime, pourquoi l'achever de façon subtile en utilisant le poison? Pourquoi ne pas assumer pleinement ton dédain par rapport à sa vie? Comme par exemple, les hommes qui commettent des meurtres un peu plus violents. Ils sont un peu plus violents, ils sont un peu plus directs. Donc, le fait, je vais dire, leurs actions cadrent, dans ma tête, hein, ça cadre mieux avec leur intention. Par contre, toi, tu passes par le poison de façon subtile. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison qui justifie le fait est qu'elles préfèrent passer par ce genre de méthode-là? Ça, il n'y a rien au niveau scientifique qui a montré on va dire, de véritables raisons, de véritables preuves. Donc, je ne saurais pas dire, mais peut-être, imaginons qu'un homme a beaucoup, enfin, physiologiquement, hein, a plus de force physique qu'une femme, et donc se sent plus à l'aise pour agresser quelqu'un de manière violente, peut-être qu'une femme qui aurait moins de force physique, toujours physiologiquement, hein, et qui du coup va utiliser d'autres moyens pour tuer. C'est peut-être la raison qui peut expliquer cette différence. Ok. Ouais, effectivement. Mélissa, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, bah écoute, c'est pareil, je trouve ça extrêmement fascinant le fait que en fonction du genre, au final, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes manières de commettre un crime. Et je trouve ça fou vraiment que ça se retrouve de manière quasiment uniforme, quoi, que vraiment la plupart des femmes commettent des crimes via le poison et la plupart des hommes, c'est plutôt autrement, quoi, en utilisant la force et de manière un peu plus violente. Et je trouve que c'est très révélateur finalement de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que on sait que la violence est quand même très très présente de manière générale chez les hommes, hein, bien sûr, au-delà du crime, bien sûr, juste dans les relations entre toutes personnes. Et vraiment, je trouve ça fou au final, mais voilà, je sais pas forcément de quoi que ce soit de plus à rajouter. Honnêtement, c'était simplement que je trouve ça incroyable qu'on puisse vraiment observer des schématypes un petit peu en fait comme ça, un petit peu classifiés en fonction des personnes.
Ok. Non, ce que tu as rajouté était parfait, je trouve. Toi, Lily, un petit commentaire avant qu'on ne continue? Non, j'avoue que j'ai appris énormément de choses aussi. Je ne savais pas que c'était, la recherche était aussi avancée sur ce qui était criminologie. Après, c'est vrai qu'au niveau des différences hommes-femmes, de toute façon dans la vie quotidienne, on observe quand même pas mal de différences. Alors même si j'ai des côtés féministes, je pense que voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, et dire que l'un et l'autre, je trouve que c'est c'est un petit peu poussé trop loin. Et donc, je suis pas forcément étonnée que même en criminologie, on constate des différences. D'accord. Une autre question, Maxime. Est-ce que il y a un rapport ou bien des recherches qui montrent s'il existe plus de criminels féminins ou bien plus de criminels masculins? Et si oui, pourquoi l'un est plus élevé en chiffres que l'autre? Alors, il semblerait que effectivement, il y ait plus d'hommes serial killers que de femmes. Mais il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Du moins, pas que je connaisse au niveau des explications de pourquoi il y a plus d'hommes qui auraient tendance à tuer plutôt que de femmes. Et d'accord. Ok, non, c'est fair enough. Et donc, c'est vrai que tout au long de cette discussion, on a abordé des théories qui semblaient un peu grosses et surfaites. Donc, la prochaine n'en est pas une moindre parce que, voilà, j'aimerais savoir si c'est vrai la théorie qui évoque, pardon, le fait que suivant comment une ville est construite, cela augmenterait ou bien diminuerait le taux de criminalité. Alors oui, ça c'est une théorie qui date du milieu du XXe siècle, je crois, euh, autour de Chicago, qui a été quand même un grand centre de banditisme et avec beaucoup de gangsters connus maintenant. Et donc c'est une théorie qui vient de cet endroit-là et qui disait que un gangster est produit par son environnement. Et ensuite, il y a eu tout un tas de recherches sur l'environnement, on va dire, urbain. Est-ce que ça joue un rôle dans le crime? Et effectivement, il semblerait que des choses comme le fait qu'il y ait beaucoup de turnover dans les habitants d'une ville, ça augmente le taux de crime. Mais ça peut être aussi des choses toutes simples, comme par exemple, ils ont montré que une ville avec des trottoirs avait moins un taux de criminalité moindre comparé à des villes qui n'avaient pas de trottoir, ou alors une ville plus propre, ça jouerait aussi. Au-delà de ça, il y a aussi, par exemple, un mauvais éclairage des rues, ça favorise le taux de criminalité, ou encore la présence de parking, la présence d'impasses, la présence de magasins, tout ça, ça aurait tendance à augmenter le potentiel de délinquance et de crime. Si je peux me permettre, dans la description que tu fais, j'ai l'impression que donc plus une ville ou bien un quartier est propre, discipliné, dans la manière dont les gens interagissent, par exemple, il y a la lumière, c'est éclairé, il y a les trottoirs, donc on sait que les piétons vont utiliser les trottoirs et que les voitures vont utiliser la chaussée, tout ça. En fait, c'est comme, en fait, dans ma tête, moi, je vois donc un quartier qui est bien construit, donc parfaitement bien mis, donc peut-être obligerait donc ses habitants à se tenir aussi à carreau. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois aussi la chose? Ou bien c'est comme ça qu'on devrait voir la chose? Euh, Ça probablement que ça joue, effectivement, mais par exemple, pour certains autres facteurs, comme le mauvais éclairage, effectivement, quand on a une ville mal éclairée, eh ben, on voit moins les crimes, on voit moins les agressions, on voit moins. Enfin, ça enlève un potentiel témoin, parce que du coup, la rue est très sombre, donc ça permet moins d'être vu. Ou encore la présence d'impasses ou de parking, c'est des endroits qui sont quand même une impasse, c'est facile pour bloquer quelqu'un pour commettre un meurtre, un crime, un braquage ou ce genre de choses. Donc
je pense que vraiment, ça vient pas que du fait que les gens se tiennent à carreau, si on peut dire, dans une ville propre et belle, mais ça vient aussi vraiment de la manière dont dont la ville est faite, pardon. D'accord. Et avant qu'on ne m'y révèle la dernière question, j'avais une sous-question qui vient de la correction que tu as faite lors de la présentation de la criminologie, donc qui fait donc la victimologie, si je peux ainsi l'appeler. Est-ce qu'il y a aussi un profil qui existerait, un profil type de victime, donc les personnes qui, dont les personnes criminelles, bien avec des intentions criminelles, se servent pour pouvoir rechercher leur proie? Est-ce qu'elles ont aussi ces caractéristiques-là? Alors, tout d'abord, déjà, la victimologie, effectivement, on peut l'utiliser car c'est une discipline qui existe et maintenant il y a des vrais diplômes, du moins en France, de victimologie. Après, au niveau des victimes, j'ai pas, pareil, pas de. Tout le monde peut être victime, si on peut dire. Il n'y a pas de préférence, j'ai l'impression, ou de personnes qui seraient plus victimes que d'autres, du moins. Là, j'avoue, j'ai pas d'informations sur ce point. Ok, d'accord. Non, ça va, c'est fair enough. Et donc, en France, il y a eu le règne des beaux mecs. Donc, ça, c'est encore une autre théorie. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il était question? Alors, c'est souvent comme ça que c'est appelé, le règne des beaux mecs, parce que dans les années 70, il y avait ces personnes, du coup, qu'on appelait les beaux mecs, qui étaient des criminels français. Donc, pour beaucoup, c'était des braqueurs. Donc, on a eu pas mal de braqueurs célèbres, comme Pierrot le Fou, encore Émile Buisson, ou le plus connu, Jacques Messrine. Qui faisait partie un petit peu de ces beaux mecs qui étaient des braqueurs. Et c'est aussi à cette époque qu'on a créé le statut d'ennemi public, parce que Pierrot le Fou, un célèbre braqueur de l'époque, est devenu le premier ennemi public. Et ensuite, Jacques Messrine, comme on le sait, a été ennemi public également. Mais est-ce que le titre beau mec, c'était en fonction de leur physique ou bien qu'est-ce que ça représentait? Effectivement, c'était lié en partie à leur physique, oui, qui était jugé comme plutôt attrayant et donc plutôt, on va dire, dans certaines situations, et ça a été montré ça aussi aux États-Unis, que certains tueurs en série étaient quand même attrayants physiquement et c'est ce qui leur permettait d'attirer leurs victimes. Et est-ce que justement ce genre de théorie n'a pas suscité aussi un peu de dérive, c'est-à-dire que maintenant les femmes, ou bien même les hommes aussi, hein, devaient se méfier des personnes, des beaux mecs, parce que voilà, si on a aussi une succession de tueurs en série qui sont beaux, est-ce qu'il va falloir qu'on entre dans la psychose en se disant que ah tiens, tel homme est beau, donc il faut faire attention. Est-ce que ça n'a pas aussi entraîné cela? Alors, on peut se méfier des beaux mecs pour différentes raisons, hein, mais ça n'a pas engendré de dérive qui concernerait le crime, du moins. Ok, donc il n'y a pas eu de dérive de ce côté-là. Ok, d'accord. Fiona, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, s'il te plaît? Non, j'ai pas vraiment quelque chose à rajouter, mais en fait, si, en fait, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se retrouve à appeler des criminels des beaux mecs. Et puis, ça m'a fait penser aussi au fait qu'on a souvent tendance à acclamer, je sais pas si acclamer est le bon terme, à, euh, bon, je vais dire acclamer ou bien accorder une certaine valeur à certains criminels, en fait, de manière générale. Il y a souvent cette tendance-là à le faire comme ça, peut-être à apprécier parfois certains de leurs crimes. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce qui peut pousser les gens à avoir de telles pensées pour certaines personnes qui ont fait quelque chose qui n'était pas juste, quoi. Moi, je pense que j'ai un petit élément de réponse là-dedans. Enfin, c'est vrai que vraiment tout ce discours depuis tout à l'heure me fait penser à quelque chose. En fait, tout ça, je pense que vraiment tout ce truc-là, en fait, le règne des beaux mecs, c'est totalement en correspondance ou en corrélation avec ce qu'on appelle, je pense que vous en avez déjà entendu parler, le beauty privilege. Et en fait, vraiment ce truc-là, du coup, en fait, qui est un peu, du coup, en français, le privilège de la beauté. C'est vraiment quelque chose en fait qui a été, alors je ne sais pas si j'irais prouver, mais en tout cas c'est vrai que dans notre société c'est quelque chose qui a vraiment un impact énorme.
parce qu'en fait, on le voit souvent, hein, enfin vraiment, il y a eu des épreuves, des études, pardon, qui ont montré ça, comme quoi on va plus facilement être attiré, même dans la rue. Je parle pas d'attirance physique ou voilà, je parle de simplement en fait de juste attraction. Par exemple, si on veut demander son chemin, bah, en fait c'est inconscient, mais par exemple, on va plutôt aller vers une personne qui nous paraît physiquement attrayante plutôt que quelqu'un qui vraiment nous rebute complètement, quoi. Et en fait, ça peut être le cas sur plein de choses, même par exemple pour des entretiens d'embauche. Bon, c'est pas quelque chose qui a été forcément prouvé de manière scientifique, mais c'est vrai que c'est quelque chose encore pareil, on va dire à compétences égales et vraiment, si on a deux profils qui sont exactement les mêmes, bah en fait, de manière inconsciente, les recruteurs vont plutôt se tourner vers une personne qui va être physiquement attrayante et tout. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là, en fait, comme quoi bah, la beauté a un impact conscient ou inconscient qui est énorme en fait sur nos sociétés. Et je pense que ça a vraiment un lien en fait finalement comment dire, le règne des beaux mecs en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que tout a été occulté, en fait, tout acte vraiment atroce qui a été fait a été occulté simplement parce que en fait il y a ce privilège de la beauté que bah, du coup ces criminels avaient et je pense que c'est vraiment mais c'est impressionnant de voir l'impact que ça a justement sur plein de personnes et de voir à quel point bah, en fait ça peut complètement transformer bah, la manière de voir les choses en fait pour certaines personnes quoi. Du coup, tu parles de tout ce qui est entretien d'embauche, etc. Il y a aussi un peu le revers de cette médaille, c'est que quelqu'un qui serait trop beau, plus particulièrement chez les femmes trop belles, serait incompétente. Donc ça a en effet un impact, mais dans tous les sens du terme finalement, parce que bah, pour avoir travaillé un peu dans le commerce avant, avoir étudié ce qui est ressources humaines, etc., c'est vrai qu'il y a aussi des témoignages voilà, de gens qui sont finalement voilà, qui représentent un critère de beauté qui les rend finalement inemployables pour certaines choses. Mais pour revenir au sujet, voilà, je voulais laisser le mot de fin à Maxime. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à l'audience, Boss et Bossesse, concernant ce thème? Quelle est la chose qu'ils doivent retenir? Ce qu'ils peuvent retenir de cette séquence, c'est que déjà, bah, la criminologie, c'est vaste. Ça suscite une fascination quand même depuis déjà des dizaines d'années. Il y a énormément de reportages, que ce soit à la télévision, sur les plateformes de streaming, ce genre de choses. Il y a beaucoup de reportages qui viennent apporter. Alimenter le sujet? Exactement, merci, alimenter le sujet. Mais que voilà, au-delà de ça, derrière tout ce qu'on peut voir à la télé sur les plateformes, il y a aussi des vrais avanciés scientifiques, des vraies personnes qui se penchent sur le sujet, et pas que sur les sujets des criminels, hein, aussi sur les victimes. Et ça, je pense aussi que c'est important de savoir que les victimes sont bien prises en compte et que la criminologie s'intéresse aussi aux victimes et pas que aux criminels. Ok, fair enough. Donc, c'est sur ces paroles-ci qu'on va migrer vers la dernière partie de l'émission. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Nous voici pour la dernière partie de l'émission. Avec ce thème du jour, nous espérons vous avoir appris quelque chose sur ce sujet sensible mais ô combien intéressant qu'est la criminologie. À présent, il est temps de passer à la rubrique littéraire de Mélissa qui est Fala le livre. Alors Mélissa, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? La rubrique Fala le livre, présentée par Mélissa. Eh bien écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter notre 6e édition de Fala le livre. Et oui, voici la 6e, et vous commencez à connaître le concept maintenant, mais pour les petits nouveaux ou ceux du fond qui sont pas sûrs d'avoir suivi, je vais vous faire un très bref rappel du concept, puisqu'il reste nouveau pour le moment. Moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. Et pour notre première recommandation du jour, on va parler science-fiction cette fois-ci, puisqu'on a tous besoin de rêver un petit peu. Alors c'est de la SF, mais pas si éloigné de nos vies finalement, puisque ce roman est le premier d'une trilogie de hard science. La hard science, c'est un sous-genre de science-fiction basé sur une vision des technologies et des sociétés assez réaliste finalement vis-à-vis d'un futur proche. Donc ici, c'est Kim Stanley Robinson qui nous dépeint une conquête spatiale très vraisemblable via son roman Mars la Rouge, dans laquelle 100 pionniers s'embarquent dans un vaisseau à destination de Mars avec un seul but,
rendre la planète rouge habitable au cœur d'un environnement hostile auquel la Terre n'a rien à envier. Leurs missions sont nombreuses. Descendre dans ces canyons pour y chercher de la glace, ensemer les vallées où des fleuves coulaient il y a des millions d'années, braver le désert pour y inventer de nouvelles villes avec des matériaux nouveaux. Mais un défi de taille vient entraver leur route. Et ce défi, c'est le plus vieux de l'humanité. Affronter les différences politiques et religieuses, et ce, dans le but de recommencer l'histoire. Et si je vous en parle, c'est parce que ça a été un travail de recherche et d'écriture long de 17 ans pour donner vie à un roman d'une grande vraisemblance scientifique, avec une chronologie sensée, des rapports humains complexes qui mènent à des extrapolations politiques et géopolitiques d'un grand réalisme. C'est un roman vieux de 30 ans, mais qui est toujours aussi vraisemblable aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Et c'est pour cet avant-gardisme que je vous le recommande aujourd'hui, si ce sujet vous en dit. Et pour notre deuxième recommandation du jour, je vais vous parler d'une réécriture d'un mythe extrêmement connu, qui est celui d'Ulysse, mais selon une version féminine et féministe, par une autrice que vous connaissez peut-être, Margaret Atwood. En effet, cette autrice vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a écrit La Servante écarlate, adaptée en série sous le nom de The Handmaid's Tale. Et ici, on vous parle de l'Odyssée d'Olympe. Et comme je vous l'ai dit, c'est la réécriture d'un mythe, mais pas l'histoire de n'importe quelle femme. En effet, dans l'histoire d'origine déjà, on comprend à quel point Pénélope est une femme forte, rusée et pleine de ressources. Mais dans cette version, Pénélope nous parle du couple qu'elle formait avec Ulysse, mais aussi de son expérience après son retour de Troie. Elle nous raconte comment il a massacré tous ses prétendants, mais surtout comment il a pendu les servantes de Pénélope qu'il a accusées de l'avoir trahi. Et cette dernière nous fait part de son point de vue sur ces événements depuis les enfers, après sa mort, et comment, rongée par la culpabilité suite à ses morts non méritées, elle a tout fait pour que les événements prennent une tournure différente, sans succès. Et donc, c'est une lecture féministe du parcours d'une femme, mais aussi d'une épouse, d'une mère et d'une reine dont on connaît l'histoire sans trop la connaître, à laquelle on s'intéresse mais sans trop y accorder d'importance face à tous les héros mythiques dont on parle depuis des millénaires. Et donc à tous les amateurs de mythologie et ceux qui souhaitent découvrir une autre version d'une histoire qu'ils connaissent déjà, c'est avec plaisir que je vous conseille l'Odyssée de Pénélope et que je vous invite à redécouvrir un conte que vous connaissez peut-être pas si bien que ça finalement. Et maintenant que ces deux présentations vous ont été faites, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Lily et Fiona, mais avant tout j'aimerais connaître celui de notre invité du jour. Donc Maxime, est-ce que je peux te demander lequel des deux t'a le plus intéressé ? Moi, je dirais que celui qui m'a le plus intéressé, c'est le premier, notamment sur le fait qu'il a mis énormément de temps pour être écrit. 17 ans, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est exactement ça, ouais, 17 ans. C'est énorme. 17 ans pour l'écrire, j'admire la patience de l'auteur. Donc, mais au moins, ça a permis, toujours d'après ce que j'ai compris, d'être au plus proche de ce que seraient les conditions sur Mars, etc. Donc, c'est celui-là qui m'intéresserait le plus, notamment pour la quantité de travail qu'a mis l'auteur dedans. Donc, je pense que c'est celui-là qui m'intéresserait le plus. Ok, très bien. Bah, tu as totalement raison. Et toi, Lily, du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, j'avoue que je suis pas très sci-fi, c'est pas trop mon truc. Et en plus, pour le coup, j'aime bien ce qui est, comme j'ai fait du latin, j'aime bien ce qui est mythologie, toutes ces choses-là. Donc, je serais plus attirée par le deuxième. Et en plus, si je me trompe pas, je pense que Margaret Atwood est canadienne. Donc, voilà, il y a mon cœur qui est un peu resté là-bas. Donc, je pense que j'irai vers ce deuxième livre. Exactement. Bah, tu as totalement raison et je comprends totalement. Bon, bah, du coup, on a un partout. Et donc, toi, Manu, qu'est-ce que tu en penses ? Et ben, en fait, j'ai trouvé les deux livres vraiment intéressants. Déjà, le premier livre, je me suis penchée au départ sur le premier livre parce que je suis curieuse de savoir en fait ce qu'il a écrit pendant 17 ans. C'est assez long que je me dis que ça doit vraiment être intéressant. Mais après, je connais un peu l'histoire d'Ulysse. J'ai eu à regarder ces films quand j'étais petite et je suis curieuse de savoir en fait ce que pense Pénélope. Et comme il faut choisir un livre, je vais prendre l'Odyssée de Pénélope. Peut-être ça va m'ouvrir un peu plus d'esprit, ça va un peu plus m'amuser de retomber encore dans mon enfance à travers le livre là, quoi. Je vois totalement. Bah, Et toi-même, Mélissa, toi-même, qu'est-ce que tu as préféré ? Alors écoute, moi j'avoue que celui que j'ai vraiment préféré, c'est aussi l'Odyssée de Pénélope. Parce qu'en fait, Mars la Rouge, il est très intéressant, mais c'est, en fait, comme je l'expliquais du coup, c'est le premier d'une trilogie.
Et donc, c'est vrai que c'est super intéressant, mais pour l'instant, en fait, on a vraiment le début justement de tous ces rapports un petit peu politiques et géopolitiques qui se créent. Mais en fait, j'ai pas encore lu du coup les deux derniers, mais de ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est vraiment sur les deux derniers que le plus gros et le plus complexe en fait de l'histoire se crée. Et donc voilà. Donc pour l'instant, le premier, je trouve, en fait, il met en place un petit peu tout le contexte et tout ça en fait de son histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré du coup l'Odyssée de Pénélope parce que déjà parce que c'est féministe, donc ça me parle beaucoup. Et ensuite parce que tout simplement pour moi cette réécriture elle était très bien écrite. Et puis oui, Margaret Atwood est une très très talentueuse écrivaine. Donc voilà, mon cœur se tourne plutôt vers l'Odyssée de Pénélope. Et on va aussi voici donc ta rubrique, bien qu'elle était jolie, d'accord? Est-ce qu'elle a convaincu Maxime? Maxime, tu lui mets combien sur 20? 0 sur 20? 2 sur 20? Non. Au moins entre 19 et 20. Oh, you're breaking my heart. Oh, d'accord. Je choisis. Ok, je te mets 20, Mélissa. Je te mets 20. Voilà. Je ne fais pas de discrimination. Je te Très mets gentil. 20. Merci beaucoup. Mais tu sais que ça, c'est à contre-cœur. Ça, tu le sais quand même. Je sais, Champi, t'inquiète pas, mais t'es très gentil de m'accorder ce vin. D'accord, merci de le reconnaître. Eh bien, il est temps maintenant de passer à la rubrique Est-ce que tu know de Lily? Est-ce que Lily aura aussi un 20 sur 20? C'est maintenant qu'on va savoir. Lily, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? La rubrique Est-ce que tu know, présentée par Lily. J'ai la pression déjà. Bienvenue les boss et les bossesses, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour votre chronique Est-ce que tu know sur un sujet qui touche la plupart d'entre nous à un moment donné de l'année et en l'occurrence moi aujourd'hui, le rhume. Préparez-vous à découvrir tous les secrets de ce petit ennemi invisible avec une touche d'humour et de sagesse yogique, tout en examinant aussi de près les risques liés aux vasoconstricteurs. Le rhume, c'est un peu comme une bonne drage d'automne, comme on dit dans les Hauts-de-France. Il arrive sans crier gare, mais surtout s'arrête quand il en a envie. Mais alors le rhume, c'est quoi exactement? C'est une infection virale qui s'attaque à notre nez et à notre gorge, et le coupable, c'est un groupe de virus appelé les rhinovirus. Il se propage principalement par contact avec des gouttelettes de salive d'une personne infectée, généralement par une poignée de main ou en touchant des surfaces contaminées. Alors, premier quiz time. En moyenne, combien de rhumes attrape un adulte chaque année en France? Je vais commencer par Maxime. Chaque année en France, un adulte, moi je dirais que je suis à peu près à 16 par an, mais un adulte classique, je dirais 5. D'accord, Mélissa? Alors moi, j'aurais pas du tout pensé ça, honnêtement. Peut-être 2 ou 3. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, mais c'est vrai que je sais que ça. Et Fiona? Moi aussi, je vais dire 3, mais je sais pas. Je suis vraiment désolée pour Maxime, mais alors peut-être qu'il trouvera quelques éléments de réponse dans ma chronique, car en moyenne, un adulte attrape 2 à 4 rhumes par an. Voilà, donc ça c'est la moyenne. C'est pourquoi nous ne connaissons tous que trop bien les signes avant-coureurs d'un rhume qui pointe le bout de son nez. Notre nez, justement, il se met à couler, puis nous allons éternuer, avoir la gorge irritée, des quintes de toux, et bien sûr ressentir cette fameuse congestion nasale, la bête noire de quiconque essaie de respirer, ou parler normalement, ou faire une chronique, comme moi aujourd'hui. C'est cette dernière qui peut vous rendre la vie misérable, surtout lorsque nous devons assurer la réunion de l'année au travail ou que nous avions prévu un petit rendez-vous galant. Le rhume peut aussi s'accompagner de fièvre, mais généralement, celle-ci est relativement modérée. Dès qu'un rhume s'installe, la plupart d'entre nous avons le réflexe de nous précipiter chez notre médecin ou à la pharmacie à la recherche de ces médicaments, ou non un peu barbares, les vasoconstricteurs. Ces médicaments, contenant de la pseudoéphédrine, visent à dégager le nez en rétrécissant les vaisseaux sanguins. Nous les connaissons généralement sous les noms d'actifed-rhume, dolirum, humex-rhume, rinadvil-rhume et bien d'autres. Cependant, il y a un hic. Ils peuvent entraîner des effets secondaires graves, plutôt inattendus. En effet, des données récentes font état d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux chez certains patients après leur utilisation. Le risque est très faible, mais ces événements peuvent se produire même avec une utilisation à faible dose et de courte durée. En réponse à ces informations, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a tiré la sonnette d'alarme et a demandé leur réévaluation au niveau européen. Dans l'intervalle,
La gravité de ces accidents et la persistance des cas associés au caractère non indispensable des vasoconstricteurs conduisent l'ANSM à déconseiller leur utilisation. Le Collège de la médecine générale, le Conseil national professionnel d'ORL ainsi que l'Ordre national des pharmaciens s'associent d'ailleurs à cette recommandation de ne pas utiliser les formes orales des médicaments vasoconstricteurs pour soulager les symptômes du rhume. Alors, quiz time numéro 2. Quelle est la durée moyenne d'un rhume? Alors, notre pauvre Maxime, qui a apparemment beaucoup de rhume dans l'année. Eh ben moi je dirais que pour moi la durée d'un rhume c'est environ presque un mois, mais en vrai je dirais 4 jours, 5 jours. D'accord. Fiona? Pour moi, la durée moyenne d'un rhume, c'est 1 à 2 semaines. Ok. Et Mélissa? Bah, moi aussi, j'aurais dit bien 2 semaines, hein, honnêtement, parce que là, j'en ai un en ce moment, je vous promets qu'il m'embête vraiment depuis un petit moment. Donc, ouais, 2 semaines. Alors, en moyenne, un rhume dure de 7 à 10 jours. Mais si vous pratiquez régulièrement le Jalanetti, vous pourriez réussir à raccourcir cette durée. En effet, suite à l'avertissement du 22 octobre 2023 de l'ANSM concernant les vasoconstricteurs, à l'avenir, nous allons plutôt opter pour des solutions plus douces, plus naturelles et moins risquées pour vaincre nos rhumes. Et c'est là où le yoga et la tradition ayurvédique entrent en jeu. Le Jalanetti ou lavage du nez dans la tradition yogique peut aussi être une option pour garder nos muqueuses nasales en bonne santé. En effet, comme le montrent des études médicales, il contribue à diminuer la fréquence et la durée des rhumes. Les pratiquants du yoga se rincent le nez avec de l'eau tiède pour garder le nez ouvert et être aptes à la pratique de pranayama ou exercice de respiration. Dans la tradition, selon le Hatha Yoga Pradipika, le neti ou lavage de nez développerait aussi notre clairvoyance. Ce qui est sûr, c'est que le nez complètement bouché, on est tout de suite beaucoup moins clairvoyant. Mais le lavage du nez n'est pas seulement connu dans la tradition du yoga. Depuis quelques années, il est aussi très en vogue chez les otorhinolaryngologistes qui recommandent à leurs patients de se rincer le nez 1 à 2 fois par jour pour aider le corps à dégager ce qui provoque l'inflammation. Malgré ces bienfaits, certaines personnes craignent de se rincer le nez. Pourtant, si le lavage du nez se fait avec une solution physiologique et que le nez est bien séché après le lavage, il ne présente aucune contre-indication pour nous ou nos petites têtes blondes. À condition, bien évidemment, de le faire avec modération. Trop de lavage de nez, ça donne l'effet contraire. Il y a une agression de la muqueuse nasale qui peut elle-même provoquer une inflammation. Quiz time numéro 3. Ah, est facile cette question. Pourquoi est-ce que les jeunes enfants ont plus de rhume que les adultes? Maxime, avez-vous une idée? As-tu une idée? Moi je dirais parce qu'ils sont plus en contact avec des personnes qui peuvent être également malades. D'accord. Mélissa? Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais que les enfants, ils font pas très attention à l'hygiène de manière générale si leurs parents leur rappellent pas. Donc, je pense que c'est là-dedans qu'on peut trouver la cause. Et Fiona, qu'en penses-tu? Moi, je vais ajouter que c'est parce qu'ils sont plus sensibles, dû à leur âge et peut-être à leur taille aussi et leur poids. Alors, selon les études, c'est parce qu'ils n'ont pas encore renforcé leur défense immunitaire contre la centaine de différents virus du rhume qui sont en général en circulation. Donc, c'est peut-être pas forcément complètement leur faute. Alors, pour prévenir le rhume, en plus du lavage de nez quotidien, lavez-vous régulièrement les mains, mangez sainement pour faire le plein de vitamines, faites de l'exercice pour vous aérer, dormez suffisamment et surélevez votre oreiller si besoin. Fuyez aussi la cigarette, les climatiseurs qui déshumidifient l'air et assèchent les muqueuses nasales. Utilisez des mouchoirs à usage unique, toussez et éternuez dans votre coude. Pratiquez aussi la distanciation sociale et le port du masque pendant toute la saison des rhumes. Enfin, n'oubliez pas le pouvoir apaisant du miel. Sa texture douce et ses propriétés antibactériennes peuvent aider à calmer la gorge irritée, offrant ainsi un réconfort naturel dans la lutte contre le rhume. Heureusement, les rhumes sont rarement graves. En plus, la prochaine fois que vous en aurez un, vous saurez comment le gérer. Retrouvez-moi bientôt pour explorer de nouveaux sujets santé et développement personnel dans Est-ce que tu know? Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous, ne vous précipitez pas sur les médicaments à la moindre toux et prenez vos rhumes en patience. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la recette du succès, c'est la méthode MBC. Bravo Lily, merci pour cette jolie rubrique. Alors Maxime, combien tu lui donnes sur 20? Ah mais là c'est un 20 sur 20. Si ça peut me permettre d'être moins longtemps enrhumé, dès la fin de l'émission, je vais me faire un lavage nasal et un peu de miel pour soulager mon rhume, donc 20 sur 20 direct. Vous pouvez retrouver le neuropsychologue et expert judiciaire Maxime Nivet sur son Instagram qui est @m.
m.nivet.neuropsychologue ou bien par email sur m.nivet.neuropsy@gmail.com. Et donc, je vais remercier Fiona, Melissa et Lily qui sont mes acolytes. Et je vais aussi te remercier toi, Maxime, pour ton temps et ton expertise. C'était super. Merci.